Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, collègues, je vais peut-être ne pas respecter exactement les recommandations du rapporteur, mais je ne crains pas sa censure, elle n'en a pas le pouvoir. Mais elle décidera de nous dire après ce qui est rentré dans le cadre et ce qui ne l'est pas. D'abord, ce n'est pas un sujet technique, chers collègues, vous l'avez aussi bien que moi. C'est un sujet politique. Nous votons nous prenons une décision absurde, dans l'enthousiasme et la gaieté. Absurde parce que nous organisons les dispositions pour faire face au fait qu'un Brexit décidé par le peuple anglais, sa conséquence est reportée. Donc que fait-on avec des gens qui vont venir siéger au Parlement européen avant de s'en aller? C'est très étrange. Je voudrais en examiner tous les aspects aussi rapidement que possible. Mais c'est une décision absurde, parce qu'ils s'en vont. J'espère que le gouvernement allemand n'a pas l'intention de trouver quelques nouvelles ruses pour faire en sorte que les Anglais puissent quand même rester. Je dis le gouvernement allemand parce que dans cette situation, figurez-vous, j'étais d'accord avec le gouvernement français. C'est assez rare pour qu'on le souligne. Je pense que l'attitude du gouvernement français, je dis bien français, dans ce genre d'affaires, on doit faire très attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Je dis bien français, quand la France dit quelque chose, il me semble que c'est très important, et en particulier, surtout quand on vient de signer le touchant traité d'Aix-la-Chapelle, qui, à peine signé, ne s'applique pas, puisque dans l'article 2, on dit que nous sommes bien décidés, nous, Allemands et Français, à tenir des positions communes en Europe, et à parler d'une même voix, condominium que je récuse absolument, et parce que je le considère comme contraire à nos intérêts. Notre intérêt n'est pas de parler d'une seule voix avec le gouvernement allemand, d'abord parce que le gouvernement allemand défend les intérêts du peuple et de la nation allemande tels que le peuple et la nation allemande les définissent eux-mêmes, et ce n'est pas toujours notre intérêt ni notre manière de faire, quel que soit le gouvernement en place. Première raison. Et le deuxième, c'est que nous avons d'autres intérêts en Europe et je ne vois pas quel est l'intérêt de parler d'une voix commune avec un gouvernement, ce qui fait 1 plus nous 2, face à 26 autres. Non, je n'en vois pas l'intérêt. Mais surtout, dans cette circonstance, mes chers collègues, je demande qu'on se souvienne que le président français s'était exprimé de la manière la plus claire. Il ne voulait pas que, d'une manière ou d'une autre, on donne le sentiment qu'on allait contourner la décision du peuple britannique par des arrangements, et surtout sans tenir compte du fait que les Britanniques définissent eux-mêmes ce qu'ils veulent. Après tout, ils ont un Parlement. Ils ont eu un vote, ils ont eu un Parlement. Le Parlement n'a pas accepté l'accord à 2 reprises qui lui était proposé. Par conséquent, au revoir et merci. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Déjà, cet accord, ne croyez pas que ce que je suis en train de dire serait une quelconque défense de cet accord. Non. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je vous appelle à rejeter un document qui a l'air de dire que nous voulons donner une chance de plus à cet accord. Parce que c'est bien ça qu'on est en train de faire. On reporte le moment où on se sépare des Anglais parce qu'on espère arriver à leur faire admettre un texte sur lequel les Français ont tenu bon en disant c'est ce texte ou rien. Et on espère qu'on va les faire changer d'avis, ils vont accepter ce texte. Il se trouve que justement, je vous invite à rejeter ce texte d'accord. Parce que c'est le pire accord de libre-échange qui ait jamais été proposé à la France. On nous propose d'accepter que les Anglais, les peuples anglais, aient un droit extraordinaire qui ferait qu'ils ne se soumettraient à aucune des obligations des communautés européennes, mais auraient droit à tous les avantages du marché unique, tels que les Anglais eux-mêmes le conçoivent comme un avantage. Cet accord a été négocié dans des conditions désastreuses. L'ONG Corporate Europe Observatory, après tout, pourquoi pas, dit qu'il y a eu une omerta sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette négociation. Et elle précise qu'en ce qui concerne l'Union européenne, il s'agit même d'un recul majeur en termes de transparence. Jamais auparavant les autorités européennes n'avaient ainsi révélé de refuser ne serait-ce que les propos tenus par les lobbyistes. Donc un accord signé dans une obscurité et une opacité totale. Le gouvernement français dit bon, puisque vous n'en voulez pas, débrouillez-vous avec cette situation que vous construisez vous-même, Anglais. Arrivent les Allemands qui disent mais si,
On peut continuer à parler en vue de leur faire accepter cet accord. C'était d'ailleurs même pas la position du négociateur, M. Barnier, en l'occurrence un Français, mais je pense que sa position n'avait rien à voir avec la position de la France, mais simplement avec une position de cohérence. Vous avez voté non quant au peuple, vous avez voté non quant au traité dans votre Parlement. Donc la discussion est terminée. Et en particulier, c'est la manière la plus claire de signifier que la décision du peuple anglais sera respectée. Pourquoi je vous invite, en rejetant ce texte, à rejeter en même temps l'accord qu'il se promet de rendre possible? Vous voyez qu'il y a un lien entre les deux, ce n'est pas que technique. Voter pour cet arrangement, c'est voter pour l'idée que cet accord pourrait s'appliquer. Alors, peut-être que vous le trouvez délicieux, mais pas moi. Et je pense que je ne suis pas le seul sur ces bancs. Je ne suis pas d'accord pour qu'on donne une chance de plus à un document qui dit « L'Union et le Royaume-Uni », l'Union, c'est nous, enfin, nous tous, et le Royaume-Uni conviennent de l'importance d'une concurrence libre et non faussée dans leurs relations en matière de commerce et d'investissement. L'Union et le Royaume-Uni reconnaissent que les pratiques commerciales anticoncurrentielles, les concentrations entre entreprises et les interventions de l'État sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d'amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges. Le libre-échange, donc, le plus absolu, le plus aveuglé, est l'horizon de cet accord. Et cet accord n'est possible que si aujourd'hui nous votons la répartition dont il a été question. Alors bon, ça porte, dites-vous, sur le nombre des députés. Et personne n'a l'air d'interroger ce nombre de députés. Eh bien, vous le devriez. Parce que ce nombre est injuste. De 1979 à 1994, la France et l'Allemagne ont autant de sièges au Parlement européen. Pourtant, nous n'avions pas les mêmes populations. Pourquoi? Parce qu'on appliquait l'adage gaulliste, c'est eux qui avaient trouvé cette formule, c'est celle du général de Gaulle. Il ne peut y avoir d'union que dans la stricte égalité entre Français et Allemands. Stricte égalité. À partir du moment où on fait une représentation qui a à voir avec le nombre des habitants, il va de soi qu'on entre dans autre chose. Ce n'est pas un détail. Si on vote par tête, cela veut dire qu'il y a un niveau qui est dissous, c'est celui de la nation. Admettons, on l'a admis jusqu'en 1994. Mais comme on avait élargi, à partir de cette date, l'Union européenne et qu'on y a fait entrer d'autres États, le nombre des députés restant constant, la division voulait qu'il y en ait moins pour ceux qui étaient déjà là. On a donc réduit. Et on a réduit sur la base de la population constatée. Et on est arrivé à cette situation que l'Allemagne est passée de 99 à 96 sièges, moins 3 sièges, et nous, les Français, de 87 à 74, c'est-à-dire moins 13. Ce n'est pas une répartition juste. Y touchez-vous cette fois-ci? On aurait pu obtenir ça, nous, les Français, puisque les autres voulaient à tout prix qu'on leur signe leur prolongation pour aller discuter avec les Anglais de leur Brexit. On aurait pu dire, ah ben tiens, puisqu'après tout, on va discuter du nombre des parlementaires, parlons-en, et commençons par rétablir non plus l'égalité entre Français et Allemands, j'oublie ce concept auquel pourtant je suis attaché, mais la proportion par rapport à la population. Résultat, nous devrions être 85, pas 79, 85. Il y a un problème qu'on ne discute pas. Pourquoi? Pourquoi est-il plus important d'accorder un délai supplémentaire aux Anglais que de rendre justice aux Français? Alors, n'allez pas croire que je sois en train de vous gronder. Justement qu'à cet instant, j'ai l'intention de vous féliciter. Je vous félicite de ne pas être tombé dans les travers dans lesquels certains de nos collègues étaient tombés dans une législature précédente. Parce qu'ils avaient décidé que c'était l'Assemblée nationale qui compléterait les sièges suivants. Reconnaissez que ce n'est... Bon, je ne dis pas que c'est illégitime. L'Assemblée nationale est légitime pour tout ce qu'elle veut. Mais enfin, on aurait pu être plus respectueux du vote des citoyens. Et le gouvernement n'a pas repris l'ancienne intuition de la majorité de M. Sarkozy, et il a décidé, ce dont je le félicite, qu'il respecterait le vote des citoyens. Donc, quand le moment sera venu que d'autres arrivent à l'Assemblée, ce seront ceux qui auront élu les citoyens. C'est évidemment une étrange situation que d'être élu sans siéger.
C'est une étrange situation que de n'avoir aucun des devoirs et des droits, comme cela a été rappelé à cet instant, alors qu'on est élu ou qu'on va l'être. Et puis surtout, ça montre à quel point tout ceci est une pantalonnade. Parce que s'ils vont être élus, c'est donc que le Brexit va se consommer. Alors pourquoi ne le consomme-t-on pas d'abord et on élit après, plutôt que d'élire d'abord et de consommer après? Je vois, disons, un petit manque de logique, mais après tout, la politique, c'est aussi de la poésie, et une capacité de créer des situations nouvelles, des mots nouveaux, des fois. Alors, nous allons attendre, et je voudrais encore vous féliciter. Vous avez écarté une tentation que le rapport sur l'étude d'impact vous suggérait, assez habilement, comme le serpent de la légende. Ce rapport vous a suggéré que peut-être la désignation des derniers élus sur la ou les listes ayant recueilli le plus de suffrages, afin de favoriser le pluralisme politique, serait attribuée. Je recommence. Après le vote, on aurait donné les sièges supplémentaires à qui? Pour favoriser le pluralisme politique à ceux qui sont déjà majoritaires. Alors, il faut vraiment avoir toute l'audace d'un rapporteur pour écrire sur l'étude d'impact une idée pareille. Pour renforcer le pluralisme, on aide ceux qui sont déjà majoritaires. Donc, vous y avez résisté, bravo. Vous voyez comme je suis équitable. Et juge suivant les textes d'un côté ou de l'autre. Alors, après avoir dit ça, je n'étendrai pas mes compliments au reste. Parce que le reste, non. Alors, je vais prendre un exemple de détail d'abord pour obtenir de vous un petit sourire. Figurez-vous que dans toute la France, 34 listes, c'est beaucoup. Non, mais c'est la vie. Je dis comme ma collègue, c'est la démocratie. Il y a des conditions pour déposer des listes, elles sont réunies, on dépose des listes, et voilà, il y en a 34. Alors les maires s'arrachent les cheveux. Où trouver 34 panneaux? Bon, à Paris, c'est pas trop grave, hein. À Lyon non plus. Mais à Marseille, si. À Marseille, c'est très compliqué. Alors, comme ils n'en avaient pas 34, ils ont décidé de n'en prendre que 20 et de les couper tous en deux. Si bien qu'à Marseille, nous avons des panneaux qui ne correspondent pas à la taille des affiches officielles. Nous devons donc ou recouvrir notre voisin de panneaux ou être recouverts par lui avec des demi-affiches. Bon, le ministre de l'Intérieur, j'en suis sûr, il mettra bon ordre. La loi, c'est la loi, même à Marseille. Et donc, la taille d'un panneau, c'est la taille d'un panneau, et elle est définie par quoi? La taille des affiches officielles. Après ce petit sourire, voilà qui est moins souriant. Nous avons eu l'occasion de protester, et je le refais à la tribune de l'Assemblée nationale, où le ferai-je sinon ailleurs, contre la répartition des temps de parole, qui est une combinaison pour la calculer au moins aussi étrange que les pondérations des instituts de sondage, et tout aussi secret, je suppose. On y compte la dynamique de campagne. Nous sommes vexés si nous voyons le résultat. On y compte les résultats précédents. Ah non, ça ne colle pas non plus. Il y a toute une part, disais-je, de poésie, c'est-à-dire de création, qui aboutit à ce résultat. Le gouvernement, la majorité, bon, c'est la majorité, 56 minutes. Le Rassemblement national, 48 minutes. Ah, ce n'est pas les plus nombreux dans cette Assemblée, hein. Les Républicains, 38 minutes. Alors donc, les Républicains ont moins de temps de parole que le Rassemblement national. Bon, le Parti socialiste, 20 minutes. Mais c'est bien, vous ne plaignez pas, il y a pire. Pire, c'est nous, 19 minutes. Mais c'est quand même étrange parce que vous êtes 32 sur ces sièges et nous sommes 17. Entre les deux, il ne me semble pas qu'il y ait un écart de 1 minute. Après, il y a Europe Écologie, 14 minutes, et le Parti communiste, 8 minutes. C'est clair que vous n'avez pas le temps de nous saouler. C'est un avantage. Mais franchement, on n'en restera pas là. Nous allons, après ma protestation solennelle à cette tribune, demain, dire d'autres choses, et c'est Madame Manon Aubry qui s'en chargera. Alors, je reviens sur les conditions, après cet aspect, de la démocratie. Je suis sûr que vous en êtes tout mari. Mais ce n'est pas la seule raison que vous aurez.
Si vous votez le texte qui vous est proposé, vous acceptez que 73 élus anglais participent au Parlement européen au moment de la désignation ou de la validation de la désignation du président de la Commission européenne. C'est une manière de fausser politiquement le résultat. Pourquoi ces gens viendraient-ils opiner à propos de l'élection du président d'une commission qui ne les concerne plus? Et évidemment, pourquoi vous dis-je ça? Parce que quel que soit le mode de désignation, il est prévu que le président de la commission soit élu en fonction des votes des peuples. Vous allez voir que c'est un autre sujet dans un instant. En tout cas, ces parlementaires participent à fausser une élection, celle du président de la commission. J'y viens. Ça n'a pas l'air de déplaire à tout le monde, cette affaire. Tout le monde n'a pas le même avis. Le président français pense, lui, qu'il n'admet pas l'idée d'un Spitzenkandidat. Si vous ne savez pas ce qu'est un Spitzenkandidat, tout le monde le sait ici, mais enfin, pour le confort du discours, précisons-le. Le Spitzenkandidat est celui que telle formation européenne, par exemple le Parti populaire européen, la droite européenne, va désigner un Spitzenkandidat pour le recommander à l'élection en disant « nous, on ne se cache pas, on vous dit qui on veut comme président et puis vous votez en le sachant ». Reconnaissons-leur une certaine cohérence. On peut avoir d'autres raisons de ne pas vouloir de Spitzenkandidat, c'est notre cas. Mais au moins, cette position-là, elle a une cohérence. Oui, mais le président français dit qu'il n'est pas d'accord avec cet automatisme. Ah, mais, ce n'est pas si simple. Le chef de cabinet de M. Juncker, M. Martin Selmayr, dit « Un Spitzenkandidat victorieux qui a fait campagne dans toute l'Europe pour une majorité de sièges aura une plus forte légitimité en tant que président de la Commission qu'une personne choisie derrière les portes closes. » Je vous demande de retenir ce concept de porte close, derrière laquelle on s'arrange. Parce qu'il n'a pas tort, cet homme. Il n'a pas totalement tort. Je ne dis pas que la position du président français soit erronée, mais je veux dire, il n'a pas tort de penser que derrière les portes closes, il se passe des fois des choses tout à fait surprenantes. Prenons un exemple. Au cours de la dernière élection européenne, le Parti socialiste avait fait campagne en disant « Il faut voter pour nous, parce que si vous votez pour nous, nous empêcherons M. Juncker d'être président de la Commission européenne. » Et derrière les portes closes, que s'est-il passé? Le Parti socialiste européen a décidé de voter pour M. Juncker, après qu'on ait dit dans les différents pays que c'est le contraire qui se passerait. Je le rappelle parce que toutes ces choses ont leur importance à cet instant, dans ce moment si crucial de la vie de l'Union européenne. Alors après, ça, bon, le chef de cabinet de M. Juncker, on entend son opinion. Là où ça ne va plus du tout, c'est quand se répand le style AKK. Annegret Kramp-Karrenbauer. Madame Annegret Kramp-Karrenbauer a estimé nécessaire de répondre au président de la République française, c'est le président des Français, de la deuxième puissance de l'Union européenne, que tout ce qu'il avait dit sur le SMIC, tout ce qu'il avait dit sur le reste, non, c'était pas bon du tout. Je vous fais grâce de la citation dans le détail, mais c'est d'une insolence absolument inouïe. Elle est la présidente du parti majoritaire en Allemagne et elle s'adresse au président de la République française. Je fais abstraction de mes divergences avec lui à cet instant, sur un ton qui n'est pas acceptable pour un Français. On ne peut pas accepter de se faire jeter à la figure une lettre dans laquelle on vous dit, premièrement, que vous pouvez aller vous faire voir, et deuxièmement, que le siège à Strasbourg, on n'y pense plus, et troisièmement, que le siège au Conseil de sécurité qu'a la France, on le laisse tomber. Non, 1000 fois non. Strasbourg, on l'a mis à Strasbourg parce que c'est le symbole de la nécessité de l'accord entre les Français et les Allemands. La nécessité, pourquoi? Parce qu'ils nous ont envahis 3 fois, et qu'on a voulu dire non. Oui, mais c'est l'histoire. Ceux qui oublient le temps long, ceux qui oublient l'histoire, ne peuvent pas s'en protéger. On ne se protège que de ce qu'on connaît. Pour ma part, je suis comme vous tous sur ces bancs. Je souhaite que ce soit définitivement le passé. Mais pour que ce soit définitivement le passé, il faut se souvenir du passé. Pourquoi nous faisons les choses? Nous les faisons, elles ont un sens symbolique. Et celui-là a un sens symbolique. De la même manière, je ne veux pas aller plus loin, mais la composition du Conseil de sécurité à l'ONU a un sens symbolique. On peut en changer, on peut décider que c'est autre chose. Mais alors,
cette autre chose à l'ONU, ce n'est pas seulement que le gouvernement allemand doit y avoir un siège, comme il le réclame de nous. Je vous le redis, je sais que ça choque. L'impérium de ce gouvernement, qui a eu pour lui la tranquillité de la continuité pendant 14 ans, a faussé la construction européenne. Le déséquilibre terrible qui a été introduit par l'arrivée soudaine de 10 pays sans conditions politiques a déséquilibré la construction européenne qui s'est exclusivement tournée vers l'Est avec les querelles que l'Est comporte. Alors, M. Manfred Weber, qui est le Spitzenkandidat du Parti populaire européen, le vôtre, non mais je l'admets, ma chère collègue, hein, vous avez bien le droit, après tout, c'est ce qui était prévu. Ah oui, ben, tout le monde était d'accord, mais le président français n'est plus d'accord. Et moi, il se trouve que je suis d'accord pour que ce ne soit pas M. Manfred Weber. Et je l'ai dit personnellement au président français, avec une raison qui va vous faire dresser les cheveux sur la tête, mais que je veux mentionner. Je ne suis pas d'accord pour que le prochain président de la Commission soit quelqu'un désigné par le gouvernement allemand et le parti majoritaire en Allemagne, la CDU-CSU. Je ne suis pas d'accord, parce que leur conception du développement de l'Union européenne est une catastrophe. C'est une vision de l'ordolibéralisme qui s'impose d'une main de fer à toute l'Europe et qui a conduit à des désastres comme le Brexit. Mais enfin, M. Manfred Weber pourrait nous parler sur un autre ton. Le Parlement européen, dit-il, rejettera tout candidat à la présidence de la Commission qui n'aura pas été désigné comme Spitzenkandidat en amont des élections. Et puis, si ça ne vous suffit pas, à vous autres de la République En Marche, pour vous convaincre, eh bien, voyez-vous, il a dit la chose suivante. Si les gouvernements des États membres tentent de revenir sur ce principe, nous dit M. Manfred Weber, ils devront expliquer pourquoi, malgré leur grand discours sur la nécessité d'un changement démocratique en Europe, ça c'est pour vous, c'est pas pour moi, hein, ils ne sont pas en réalité prêts à renoncer à l'opacité et au secret. M. Manfred Weber, qui est candidat à la présidence de la Commission, accuse le président de la République française, encore une fois, je mets de côté mes divergences avec le président de mon pays, l'accuse de préférer l'opacité et le secret. C'est ça le ton maintenant en Europe sur lequel on nous parle? Non, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter, ni non plus l'autre déni de démocratie sur lequel je vais achever mon propos. Déni de démocratie quand on élit des gens et qu'on fixe un nombre de députés qui n'est pas conforme à ce que les Français devraient avoir. Déni de démocratie quand on nous annonce tout ce que je viens de passer en revue et que notamment des Anglais vont participer à la désignation d'un président de commission qui ne les concerne plus. Et le troisième déni de démocratie, c'est ce qui est en train de se préparer dans les couloirs et derrière les portes closes. Heureusement, ce qui n'était que en raisonnement de ma part dans une note de blog que j'ai publiée hier soir, a été confirmé de la manière pour laquelle je veux lui rendre hommage, et oui, ça arrive aussi, par M. Stéphane Séjourné, qui est le directeur de campagne de En Marche, et lui-même candidat. Et il nous apprend, il est probable que le groupe des Verts, le groupe socialiste et le groupe du PPE, c'est-à-dire vous, à droite, fassent partie d'une majorité avec nous. Autrement dit, En Marche, les Républicains, les socialistes et les Verts, vous envisagez de faire partie d'une même majorité au Parlement européen. Après quoi, vous nous expliquerez, c'est l'Europe, c'est pas la France. Ben si l'Europe, c'est pas la France, alors tout le reste des arguments tombe par terre. Ah oui, mais ah ben écoutez, moi je me réfère à l'histoire. La dernière fois, vous avez fait pareil pour nous dire bon, il faut voter pour nous, pour pas voter pour M. Juncker. Et à la fin, quand vous avez été élu, vous avez voté Juncker. Et bien là, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Et M. Séjourné, lui au moins, il dit les choses clairement. Parce que le Spitzenkandidat du PSE, qui lui est Spitzen, parce qu'il a été désigné par le PSE, je passe sur mes pauvres amis français, qui ont pour Spitzenkandidat un libéral qui vous ferait peur à vous, les Républicains, tellement il est libéral. Mais bon, puisqu'il est là, il est là. Après tout, ça regarde les sociaux-démocrates. Et voilà ce qu'il dit. Au vu des pronostics actuels, dit M. Timmermans, Spitzenkandidat du Parti socialiste européen, je pense qu'on aura aussi besoin des libéraux progressistes. Ça, c'est pour vous. Et sur Emmanuel Macron, ça vous intéresse? Emmanuel Macron, il dit « Je pense qu'il place juste ses cartes un peu partout. » Dites, Emmanuel Macron placerait ses cartes un peu partout. Tout ce que je peux faire, dit le Spitzenkandidat Frans Timmermans du Parti socialiste européen, tout ce que je peux faire, c'est d'essayer de lui proposer quelque chose qui pourrait l'attirer et attendre de voir quel choix il fait.
Ce monsieur Timmermans, donc, met des appâts en espérant que vous voudrez bien y mordre. C'est un ton assez spécial. On pourrait croire que tout ça est une histoire lointaine qui concerne ce Spitzenkandidat qui, après tout, a bien le droit de faire sa campagne électorale comme on les faisait nous autrefois aux comices agricoles, en proposant des choses qui séduisent et en espérant que les gens suivent. Mais depuis, la situation a évolué. Au meeting de La République En Marche de Strasbourg, Madame Loiseau a reçu le soutien, je l'en félicite, de membres du Parti socialiste européen. Matteo Renzi, ancien Premier ministre italien, c'est lui l'inventeur de la formule progressiste, et qui a liquidé la gauche traditionnelle en Italie. Antonio Costa, Premier ministre du Portugal, dont je n'ai pas qu'à me plaindre, je suis bien obligé de le reconnaître, il dit « Les forces progressistes doivent s'unir pour permettre le changement nécessaire pour redonner confiance. Cher Emmanuel, si vous voulez bien porter le message, au cas où il ne serait pas arrivé, nous comptons sur ta détermination pour ces changements progressistes. » Et la chose se complique par les déclarations qui se font ici, en France. On a demandé à M. Jadot, qui pour d'obscures raisons passe pour le plus déterminé, dans le futur Parlement, les Verts feront-ils partie de la majorité quadripartite avec le Parti populaire européen, les libéraux et les sociaux-démocrates? Alors au moins, pour une fois, une question claire. Réponse. Si on nous propose un programme qui améliore substantiellement, le substantiellement étant affaire d'évaluation personnelle et forcément très subjective, le fonctionnement de l'Union et les politiques européennes, alors les Verts y apporteront leur soutien. Bon, moi, je ne le ferai pas, quoi qu'il arrive. Voilà, comme ça, les choses sont claires. Et nos amis ne le feront pas dans ce Parlement. Et mes camarades communistes non plus. Voilà qui est parfaitement clair. Mais tout de même, j'interroge la représentation nationale. Ne dites pas, chère rapportrice, que je m'écarte du sujet. Je veux montrer que ce texte, qui a l'air technique, qui ne parle que d'un nombre de députés qu'on arrange et qu'on va régler en 5 minutes, en réalité, contient toute une logique politique qui, à la fin, va aboutir à la catastrophe démocratique que nous connaissons déjà en Europe, qui est la grande coalition. J'espère que vous autres, les Républicains, qui n'êtes pas de mon bord, qui êtes même du bord opposé dans cet hémicycle, puisqu'on se regarde, vous n'allez pas laisser faire ça. Et les autres non plus, vous autres, les socialistes. Laissez pas faire ça. La grande coalition, c'est la fin de la démocratie politique. Parce que si on vote après s'être engueulé, et qu'une fois qu'on arrive dans une assemblée, tout le monde est d'accord pour désigner le même président, c'est qu'on s'est moqué des électeurs. Et c'est ça qui est en train de se préparer. La grande coalition quadripartite sur laquelle on a jugé bon d'interroger M. Yannick Jadot. Et que M. Stéphane Séjourné, qui dirige la campagne européenne, a bien voulu admettre que c'est un de ses objectifs politiques, et je le comprends parfaitement. Parce que d'une certaine manière, La République En Marche et le gouvernement actuel, c'est déjà la grande coalition, dont certains ici ne sont plus que les restes. Mais oui. Et bientôt, les derniers dégoûtants feront la trajectoire qu'il leur reste à faire. Et les derniers dégoûtés iront remâcher leur nostalgie. Alors, en votant contre ça, on n'a aucune autre occasion de s'exprimer que celle-ci. Nous a-t-on demandé notre avis sur le Brexit s'il n'y avait pas eu une résolution présentée ici? Une résolution, pas un vote. On a voté sur la résolution, pas sur l'accord. On n'aurait pas parlé une seule seconde devant le Parlement français de l'accord et du contenu du Brexit. Pas une seconde. Et c'est vous, là maintenant, nous n'en sommes plus au compliment du début. Le président de la République avait pris l'engagement que plus jamais on ne négocierait dans les conditions dans lesquelles on l'a fait pour l'accord CETA. Vous vous en souvenez? Qui s'était déroulé dans une opacité absolue et insupportable. Il avait dit plus jamais ça, mais il a fait partie de ceux qui ont levé la main au Conseil de gouvernement pour dire dorénavant, plus aucun accord de libre-échange ne sera examiné par les représentations nationales. Seul le Parlement européen aura le droit de voter sur le sujet. Par conséquent, si nous n'en discutons plus, ce n'est pas par je ne sais quelle obscure fatalité, mais c'est parce que la décision politique en a été prise. C'est de cette manière-là qu'on tue l'Europe, l'idée européenne. C'est que petit à petit, devant tout le monde, on construit un édifice dans lequel on dit « cause toujours, tu m'intéresses ». Décidez ce que vous voulez, votez ce que vous voulez, de toute façon, on fera ce qu'on veut. Et de toute façon, on est tous d'accord pour faire autre chose que ce que vous voulez. Si vous faites la grande coalition, eh bien, vous poignarderez un peu plus l'idée européenne qu'elle ne l'est déjà. Si vous faites la grande coalition, peu importe le nombre des députés qu'on élit, ce seront, pour une bonne partie d'entre eux, des menteurs et des usurpateurs. Merci, Monsieur le Président Mélenchon.